EU Commissioner Didier Reynders, Minister Jean-Baptiste Lemoyne, President of the Internal... Monsieur Reynders, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Madame Cavazzini, chers amis, cher public, bienvenue à tout le monde depuis le Parlement européen à Strasbourg pour le sommet européen du consommateur 2022 organisé par la DG Justice et Consommateurs de la Commission européenne et la présidence française de l'Union européenne. Nous avons la traduction, l'interprétation toute la journée en plénière. Nous avons français, anglais, allemand, espagnol et pendant les groupes parallèles, nous aurons la traduction français-anglais. Je suis Katharina Sichel, je suis ici comme modératrice toute la journée jusqu'à 16h30. Pendant la journée, qui aura des sessions en parallèle, des groupes de travail avec des plénières en plus, avec des orateurs très diversifiés. Vous aurez l'opportunité également d'avoir des petites pauses pour le café, pour la pause déjeuner. Notre travail, notre programme est très très riche et donc c'est mon travail de bien veiller au respect de l'horaire de chaque séance. J'espère que vous aurez également la possibilité de faire entendre votre voix à certains moments, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais évidemment, vous pouvez toujours partager votre opinion via Twitter, #ConsumerSummit. Alors, je sais que vous devez faire beaucoup de choses en même temps, mais je vais vraiment vous demander d'être attentif et de nous suivre à chaque seconde, car vous risqueriez de rater quelque chose. Donc, c'est mon plaisir, j'ai le plaisir de déclarer ouvert officiellement notre sommet européen du consommateur 2022. Je donne la parole à Monsieur Reynders, commissaire européen pour la justice. Alors, je vais passer en français, puisque nous sommes sous présidence française à Strasbourg. Chère Anna, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette édition du Sommet européen des consommateurs, la deuxième organisée depuis l'adoption du nouvel agenda du consommateur fin 2020. Alors, vous êtes très nombreux cette année, plus encore que l'année dernière, et nous comptons au moins 800 inscriptions. Une participation d'une telle ampleur fait que souligner la nécessité de réfléchir aux problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs aujourd'hui n'est presque plus nécessaire. Votre participation démontre l'importance de cette réflexion. L'année 2021 fut à nouveau marquée par la pandémie, une pandémie qui continue de toucher nos vies de citoyens et de consommateurs européens de diverses façons, par exemple par l'inflation qu'elle génère, et qui se traduit par des prix plus élevés de l'énergie ou de l'alimentation. Les problèmes rencontrés en 2020 sont toujours présents en 2021 et en 2022, notamment dans le secteur des voyages, qui l'année dernière a à nouveau été perturbé par des annulations, ou encore dans le secteur du commerce en ligne, où l'on a pu témoigner d'une augmentation des escroqueries ou des tentatives d'escroquerie, parce que nous avons pu en stopper quelques-unes. Il est donc toujours pertinent de parler de l'impact de la pandémie sur les consommateurs et de réfléchir aux prochaines évolutions. C'est ce que nous ferons lors de la session plénière avec M. Jean-Laurent Casely et le professeur Jacob Elder. Comme je vous l'ai expliqué l'année dernière, la Commission européenne poursuit ses efforts pour assurer une meilleure protection des droits des consommateurs. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques exemples significatifs et les raisons pour lesquelles je suis malgré tout à nouveau optimiste pour 2022. Tout d'abord, cette année marque les 30 ans de la signature du traité de Maastricht. Si le marché unique a créé d'énormes opportunités pour les entreprises et les consommateurs, le traité de Maastricht a également inscrit la garantie d'un niveau élevé de protection des consommateurs comme objectif que nos législateurs, les co-législateurs, doivent atteindre, mais aussi les législateurs au niveau national. Et c'est avec cet esprit de Maastricht que la Commission travaille non seulement à défendre les consommateurs en temps de crise, mais aussi à mieux les outiller pour un monde plus vert, plus numérique et de plus en plus global. Cette approche est encadrée par l'agenda du consommateur adopté fin 2020 et est mise en œuvre au travers d'actions spécifiques.
Je souhaite donc aujourd'hui vous faire un rapport de la mise en œuvre de cette stratégie et vous informer des prochaines étapes. Lors de notre sommet l'année dernière, je vous ai parlé du travail de la Commission suite à l'annulation, je le disais, de la quasi-totalité des voyages pendant les premiers mois de la pandémie. Pendant cette période, les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages à forfait ont fait face à une très grave crise de liquidité. Plutôt que de rembourser les consommateurs conformément à la législation européenne, des bons à valoir ont été distribués, et ce, souvent sans l'accord des consommateurs. Certains États membres ont même adopté des mesures dérogatoires aux règles européennes. J'ai mentionné les procédures d'infraction que la Commission avait dû intenter pour obtenir le respect de la directive relative aux voyages à forfait. Aujourd'hui, nous souhaitons tirer les leçons de la crise sanitaire dans ce secteur, mais également, il faut le rappeler, de la faillite de Thomas Cook, qui était l'un des plus grands organisateurs de voyages à forfait en Europe. Notre objectif est de revoir le cadre juridique pour mieux se préparer à de nouvelles crises de liquidité, renforcer et fiabiliser la protection contre l'insolvabilité, clarifier les relations entre les organisateurs de voyages à forfait et les prestataires de services tels que les transporteurs aériens, notamment pour assurer un traitement efficace des remboursements de forfaits annulés. Dans ce contexte, nous devrons également examiner la question d'éventuelles limitations au prépaiement. Je souhaite encourager un débat ouvert et approfondi sur ces questions, et la Commission ouvrira donc d'ici quelques jours une consultation publique ainsi que des consultations ciblées des parties prenantes. En même temps, il ne suffit pas de faire de nouvelles lois. Il faut qu'elles soient respectées par tous les acteurs économiques. Il est crucial que les autorités nationales travaillent de concert pour que le droit des consommateurs, qui est majoritairement un droit harmonisé au niveau européen, soit correctement appliqué, et ce, de la même manière partout dans l'Union. Je suis heureux de vous informer qu'il y a également eu des développements positifs dans ce domaine en 2021. Par exemple, au début de l'année dernière, les autorités du réseau CPC ont réalisé l'action coordonnée la plus importante et la plus rapide en 14 années d'existence. Cette action coordonnée concernait les pratiques d'annulation des compagnies aériennes liées à la crise sanitaire, annulation d'un très grand nombre de vols. Les 16 compagnies aériennes les plus importantes de l'Union ont été invitées à rétablir au plus vite des conditions de remboursement normales pour les vols qu'elles annulaient et à offrir le choix du remboursement des bons à valoir que tous les passagers avaient été obligés d'accepter dans les premiers mois de la pandémie. Grâce à ce travail, les consommateurs ont récupéré des millions d'euros. C'est un exemple assez impressionnant de l'impact positif que nous pouvons avoir, tant pour nos consommateurs que pour nos entreprises, lorsque les autorités travaillent ensemble, soutenues par la Commission et par les associations de consommateurs. Cette action a été pour les compagnies aériennes une occasion importante de rétablir la confiance des passagers après une période de graves perturbations. Les consommateurs européens ont recommencé à réserver des vols malgré les incertitudes sanitaires, notamment parce qu'ils étaient rassurés de pouvoir être remboursés en cas de nouvelles annulations. Et la crise qui a continué en 2021 ne nous a pas empêchés dès lors de tirer un certain nombre de leçons. Alors je voudrais maintenant me tourner vers le futur, la mise en place d'un environnement numérique sûr, fiable et compétitif pour les consommateurs et les entreprises de l'Union. Il s'agit d'une priorité de la Commission européenne. Des négociations sont en cours entre le Conseil et le Parlement à propos de 2 propositions de loi novatrices qui feront date au niveau mondial. La législation sur les services numériques, le DSA, et la législation sur les marchés numériques, le DMA. Ces initiatives horizontales de la Commission entraîneront une nouvelle ère pour la protection des consommateurs dans l'environnement numérique. Elles seront complétées par des initiatives sectorielles ayant le même objectif, par exemple en ce qui concerne la sécurité des produits et les crédits aux consommateurs. Notre ambition est de garantir aux consommateurs, en fait, les mêmes droits en ligne que hors ligne. Et je suis satisfait de voir que le Conseil et le Parlement convergent sur les principes clés de ce nouveau corpus de règles numériques. Je suis particulièrement intéressé par le fait que le Parlement et le Conseil visent tous deux à renforcer la dimension de la protection des consommateurs
Par exemple, en interdisant les techniques manipulatrices dites dark patterns et en introduisant des règles plus strictes en matière de publicité en ligne. En parallèle de ces développements législatifs, nous allons préparer une étude pour évaluer de manière plus large si la législation européenne existante offre une protection suffisante des droits des consommateurs dans l'environnement numérique. Et je compte sur votre participation dans les 2 ateliers d'aujourd'hui portant sur l'environnement numérique pour que vos idées puissent nourrir cette réflexion. Votre participation est aussi importante pour tout ce qui est lié à l'autre transition majeure, la transition verte, le 2e thème de nos ateliers aujourd'hui. Avec les 30 ans du traité de Maastricht, cette année, nous fêtons également les 30 ans de l'écolabel européen. Le nombre de produits porteurs de ce label a augmenté même pendant la pandémie, atteignant aujourd'hui le niveau record de plus de 80 000 produits. Cela nous démontre bien que la demande de produits écologiques par les consommateurs augmente constamment, mais aussi que les programmes volontaires entrepris par les entreprises peuvent faire une grande différence. L'une des premières actions menées par la Commission dans le cadre de l'agenda du consommateur a été un projet pilote invitant 11 entreprises européennes à s'engager volontairement en faveur de la consommation durable, le Green Consumption Pledge. 1 an après, notre évaluation de ce projet pilote est très positive. Le résultat en est que ces 11 entreprises se sont engagées volontairement à réduire leurs émissions de carbone. Cette expérience positive nous permet d'aller encore plus loin et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous pouvons maintenant procéder à la phase finale de cette initiative. À partir d'aujourd'hui, les entreprises pourront souscrire au nouveau format du pledge. Tous les participants devront continuer à réduire leur empreinte carbone, mais ils devront également s'engager à aller au-delà. Les entreprises pourront notamment s'engager à s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire, par exemple en utilisant davantage de matériaux recyclés ou provenant de sources durables ou en produisant moins de déchets. Les entreprises participantes pourront aussi s'engager à respecter les droits sociaux sur l'ensemble de leur chaîne de production, par exemple en enregistrant leurs produits avec des écolabels reconnus. J'espère que de nombreuses entreprises européennes rejoindront cette initiative et ouvriront la voie pour une Europe plus verte. Entre-temps, les consommateurs continuent de rencontrer des obstacles qui les empêchent de jouer un rôle dans la transition verte. Il y a 1 an, sous la coordination de la Commission, les autorités nationales ont examiné 344 allégations environnementales en ligne et ont constaté que près de la moitié d'entre elles pouvaient induire les consommateurs en erreur. À titre de suivi, 2 ateliers ont été organisés par la Commission et les autorités nationales afin d'approfondir les méthodes d'analyse des allégations environnementales trompeuses présentes sur le marché et d'envisager des approches communes pour la mise en œuvre de la législation existante. Et la Commission prépare actuellement plusieurs initiatives législatives pour remédier à ces problèmes. Une première proposition législative visera à améliorer l'information concernant les caractéristiques environnementales des produits, telles que leur durée de vie et leur réparabilité, mais aussi à mieux protéger les consommateurs contre certaines pratiques, telles que l'éco-blanchiment, mieux connu sous le nom de greenwashing, l'obsolescence précoce ou même programmée, et le manque de fiabilité des labels de durabilité. La portée et le contenu de cette initiative législative s'appuieront sur des synergies avec d'autres propositions législatives en cours de préparation par d'autres services de la Commission. Il s'agit notamment d'une initiative sur les allégations écologiques afin de garantir leur fiabilité ou encore d'une initiative sur les produits durables. Ces 3 initiatives, ces 3 textes qui sont des réponses au pacte vert et au nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire devraient être adoptés fin mars, fin du mois prochain. Enfin, nous travaillons également sur une proposition visant à créer un droit à la réparation. Les 2 ateliers d'aujourd'hui consacrés à la transition écologique aborderont ces questions et j'attends avec intérêt les propositions concrètes qui seront faites au cours de ces débats. Pour finir, et comme je l'ai souligné l'année dernière, les défis auxquels les consommateurs européens sont confrontés sont visibles dans le monde entier. Les conséquences d'une pandémie mondiale, la nécessité d'atteindre des émissions nettes nulles pour le bien de la planète et la transformation numérique de la société dans son ensemble. Dans cette perspective,
la Commission s'est rapidement engagée avec la nouvelle administration américaine à répondre à tous ces enjeux et à reprendre la coopération bilatérale dans le cadre du TTC, le Conseil Commerce et Technologie. Cette initiative comporte 10 groupes de travail différents et vise essentiellement à échanger sur les évolutions réglementaires en cours. Bien sûr, évolutions pertinentes dans la relation transatlantique, comme par exemple la législation sur le numérique dont je vous ai parlé. De nombreux services de la Commission sont concernés par ces travaux et mes collègues et moi-même veillons à ce que ceux-ci soient bien coordonnés avec les dialogues existants et à ce qu'ils soient transparents en impliquant les parties prenantes. Alors, afin de mieux protéger les consommateurs, je pense qu'il faut cependant aussi renforcer la coopération en matière de mise en œuvre concrète des droits des consommateurs et de sécurité des produits. C'est pourquoi, lors de mes visites à Washington à l'automne dernier, j'ai proposé un dialogue informel aux agences fédérales américaines les plus concernées par les pratiques déloyales auxquelles sont confrontés les consommateurs, que ce soit dans l'environnement numérique, dans l'achat de services financiers ou, enfin, en ce qui concerne la sécurité des produits. Nous avons partagé l'avis qu'une telle coopération serait bénéfique aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique. Nos équipes travaillent actuellement à la définition du contenu et du format de ce dialogue informel qui pourrait être initié prochainement. Alors, mesdames, messieurs, nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, vous le voyez, mais comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, nous avons aussi beaucoup de raisons de rester positifs. L'an passé, le sommet consommateur a proposé 13 actions communes. Toutes ont été mises en œuvre, comme par exemple la tenue d'un atelier annuel sur le consommateur dans le monde numérique, la tenue d'un atelier sur la directive sur les actions représentatives, le développement d'outils numériques communs pour soutenir le travail des autorités nationales. Vous avez en votre possession un document avec la liste complète des actions réalisées. Cette année, notre objectif est d'avoir une liste d'actions communes moins longue, mais peut-être plus participative. Je sais que certaines organisations ont préparé des idées pour encourager leurs membres à travailler au niveau européen sur certains des sujets des ateliers. J'espère que d'autres organisations s'engageront également à coopérer dans ces projets ou à en proposer d'autres. Tous les projets feront l'objet d'un vote à la fin de la journée. J'espère que nous aurons l'occasion aussi de les présenter demain lors de la réunion informelle des ministres en charge de ce volet consommateur, parce que je sais l'engagement de la présidence française à porter un certain nombre d'idées participatives issues de ces débats que nous aurons aujourd'hui. Je vous remercie donc pour votre participation et votre engagement pour une Europe des consommateurs où ceux-ci sont protégés, mais où ils sont aussi outillés pour faire face au monde de demain. Et donc merci à nouveau et à tout à l'heure pour suivre vos travaux. Thank you very much. Merci beaucoup. Et je pense, oui, je pense que lorsque vous allez dire, bon, on a beaucoup à faire aujourd'hui. Oui, c'était bien dit. C'est très bien dit. Ce qui était fascinant sur ce discours d'introduction, c'était de parler de la complexité de l'environnement où on se situe, où nous, en tant que consommateurs, se trouvent dans un contexte qui change, les habitudes qui changent, avec une prise de conscience, de connaissance, les demandes et plus de connaissances sur les droits et les protections. On va en entendre parler de ces changements d'habitude dans la séance qui suit cette séance. Mais sans plus attendre, j'aimerais maintenant inviter Jean-Baptiste Lemoyne, bien sûr, ministre français chargé de la consommation, de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints avec Didier ce matin. Vous qui êtes en présentiel, les animateurs des ateliers qui vont venir, et puis les centaines et centaines de participants qui, par pixels interposés, eh bien, sont avec nous. Et je me réjouis, comme toi, Didier, de cette participation record, me dit-on, pour cet exercice désormais traditionnel et qui, du coup, réjouit la présidence française. Je voulais également naturellement remercier Anna Cavazzini qui se joint à nous. Merci au Parlement européen aussi d'accueillir cet événement qui, on le sait, est
avec d'ailleurs le bilan qui était fait par Didier à l'instant sur le précédent sommet, montre que c'est une enceinte utile, une enceinte qui permet de faire avancer des dossiers, qui permet de construire des réponses aux défis qui se posent à nous, le défi de la transition numérique, le défi de la transition écologique, et c'est des enjeux qui sont majeurs, qui sont au cœur de la vie quotidienne des citoyens européens et des sujets qui d'ailleurs depuis déjà des décennies, effectivement, se traitent à l'échelle européenne. Et finalement, c'est au cœur, je crois, de cette construction européenne. Eh bien, il y a la protection des citoyens, la protection des consommateurs, et l'agenda du consommateur en est un exemple récent, supplémentaire, s'il le fallait. Je crois que le message qu'on porte tous, il est simple, c'est que l'Europe ne saurait être un terrain de jeu pour les vendeurs du monde entier qui viendraient mettre en danger notre santé, notre sécurité, nous manipuler pour nous pousser à acheter telle ou telle chose ou à esquiver des règles qu'on impose par ailleurs aux professionnels. Et finalement, qui dit marché unique européen, Didier se référait également à cette date anniversaire, dit aussi au niveau de protection des consommateurs, et c'est la garantie d'ailleurs d'une croissance qui soit responsable et durable. Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est que à travers les problématiques qui vont être évoquées aujourd'hui, finalement, on rend très tangible, très concrète cette Europe. C'est l'Europe par la preuve, et quelque part une forme de bien commun qui s'est construit au fur et à mesure des années et des décennies. Et j'ajoute que, naturellement, aux côtés de la Commission, aux côtés du Conseil, le Parlement européen a toujours été ici un lieu très attentif à ces sujets-là. J'ai encore en tête un certain nombre de débats des années 90 qui s'y nouaient. Le contexte dans lequel on se réunit, il n'est pas banal non plus, parce qu'on a tous en tête les conséquences effectivement économiques, sociales de cette pandémie de Covid-19. Didier évoquait à l'instant justement le fait que dans le secteur des voyages, qui a connu un choc massif, eh bien, il a fallu travailler parfois à remettre à flot un certain nombre de dispositifs de garantie pour faire face au choc. Et d'ailleurs, ces sujets de la directive voyage à forfait sera également dans les débats de demain de la ministérielle informelle consommation. Et je saisis la balle au bond parce que tu faisais référence aussi à certaines pratiques liées à la vente de vols secs au début de la pandémie. Merci de l'action conduite parce que ces pratiques ont été de nature à entailler la confiance. Et moi, je pense que on le voit, ce champ-là est moins régulé que celui des voyages à forfait, et je pense qu'il faudra qu'on progresse de ce point de vue-là. Alors, peut-être quelques mots sur chacun des volets qui vont être au cœur des débats aujourd'hui. La transformation numérique de l'économie, tout d'abord, et plus que transformation, j'ai envie de parler de révolution, parce que quand on regarde 2010-2020, multiplication du e-commerce par 3. On est passé de, grosso modo, 4% à 15% des flux qui se sont faits de cette façon-là. Et 2020-2022, avec cette période de Covid, on estime que, grosso modo, ça a été l'équivalent de 4 années, je dirais, de gagner en termes de pénétration de ce type d'achat. Et donc, c'est une révolution qui est porteuse de chances, d'opportunités, mais aussi, et Didier Reynders l'évoquait à l'instant, de risques. Alors les chances, parce que plus facile de trouver une information pertinente, plus facile de faire valoir ses droits, et je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives, d'ailleurs, nationales ou européennes, qui vont être présentées dans les débats à venir, mais également risque, parce que, on le sait, des opérateurs de places de marché en ligne qui, par leur statut d'hébergeur de contenu, eh bien, n'endossent pas le même niveau de responsabilité que les vendeurs de produits ou les distributeurs. Une identification comme acteur intermédiaire qui n'est pas toujours évidente pour les consommateurs. Et donc là, je crois qu'on doit naturellement tous être au rendez-vous parce que on le voit lorsqu'on analyse ces produits, il y a un taux élevé de produits proposés aux consommateurs européens qui étaient non conformes. Je prends juste à l'échelle de la France, mais j'imagine qu'on va croiser les données, sur 450 produits qui ont été examinés par notre direction générale, justement la DGCCRF, je salue sa directrice ici présente, et toutes ses équipes, eh bien 63% d'entre eux étaient non conformes.
et 28% d'entre eux même étaient dangereux pour la santé. Donc c'est des chiffres qui interpellent. Et donc dès lors, quels moyens mobiliser pour garantir qu'il n'y aura pas de protection des consommateurs à deux vitesses pour le hors ligne et le en ligne? Comment s'assurer justement là aussi qu'il y ait les mêmes protections pour un site de e-commerce et l'achat sur une place de marché? Bref, je crois qu'une réponse essentielle, c'est la définition de responsabilités nouvelles, renforcées pour les plateformes numériques qui exercent une activité de place de marché en ligne. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu naturellement du DSA. Et c'est pourquoi d'ailleurs les travaux qui nous réunissent aujourd'hui sont si importants dans ce moment où il nous faut nous accorder Conseil, Parlement européen, Commission pour clarifier les obligations incombant aux places de marché, s'agissant justement tant de la traçabilité des vendeurs que des informations sur les produits et services proposés aux consommateurs. Et donc c'est pourquoi c'est d'ailleurs une des priorités naturellement de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et puis la transformation numérique, elle se caractérise aussi par l'émergence de nouvelles pratiques commerciales qui portent atteinte aux droits des consommateurs en ne leur permettant pas de faire des choix éclairés, en jouant sur les biais comportementaux, en dissimulant parfois aussi le caractère commercial d'une communication. Et à cet égard, tout comme Didier Renders à l'instant, je veux souligner combien justement les interfaces en ligne trompeuses ou manipulatrices, les dark patterns, doivent être combattues parce que ça fait prendre des décisions au consommateur qui n'est pas pleinement éclairé ou pleinement informé. Et d'ailleurs, si certaines de ces pratiques peuvent déjà être appréhendées par finalement notre arsenal sous l'angle des pratiques commerciales déloyales, il y en a d'autres dont on voit qu'il y aura peut-être besoin d'une législation spécifique parce qu'elle ne rentre pas encore dans le cadre juridique existant. Et puis enfin, on le voit dans le numérique, l'essor de tout ce marketing d'influence, notamment sur les réseaux sociaux, et qui doit, je crois, requérir toute notre attention parce qu'en plus, ça cible un public qui souvent est jeune, très jeune, pour 40 à 50%. Et donc là, je crois que c'est une protection et une information qu'on doit effectivement apporter. Il y a d'ailleurs dans un certain nombre d'États membres aussi des pratiques qui se mettent en place autour des influenceurs responsables, avec des certificats parfois qui peuvent être mis en place. Sujet très important. Et puis, on le sait, certains d'entre eux d'ailleurs, dans le cadre de mauvaises pratiques, peuvent agir pour le compte d'annonceurs, être finalement de véritables chevaux de Troie pour la commercialisation de produits dangereux, contrefaits ou de placements risqués. Et donc, on le voit, la question numérique, elle va être au cœur des problématiques du moment. L'autre grand thème, c'est naturellement la transition écologique, tout simplement parce que, on le sait, face à ce défi-là, la réponse, elle est certes dans un certain nombre de cadrages macro, si je puis dire, par rapport aux énergies, etc., mais elle est aussi dans la main de chacun. Et donc, le consommateur, par son choix, il peut influer positivement ou négativement dans la transition écologique. Et donc, je crois à l'heure où c'est vraiment l'urgence climatique, du coup, tous les leviers doivent être actionnés pour verdir nos modes de vie. Et le levier de la consommation, c'est pas le seul, mais il est bien réel. Et d'ailleurs, on sent dans tous les secteurs désormais des attentes beaucoup plus fortes des clients sur cette dimension-là. Et c'est pourquoi il faut qu'on puisse d'ailleurs correctement l'informer, ce consommateur, sur justement un certain nombre peut-être d'indices de réparabilité. Et c'est ce qu'on a mis en place, nous, en France, avec une loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, la fameuse loi AGEC. Et au moment où je vous parle, c'est un moment un peu particulier parce que c'est aujourd'hui les 2 ans de la promulgation de cette loi, 10 février 2020, nous sommes le 10 février 2022, et donc je rends hommage d'ailleurs à Brune Poirson, qui est la secrétaire d'État, qui à l'époque avait porté ce texte, et puis nous avons poursuivi avec la loi également climat et résilience, où voilà, ça nous a permis aussi de prendre toute une batterie de mesures sur le développement de la vente en vrac, pour lutter contre l'éco-blanchiment qu'évoquait Didier à l'instant. Donc je crois qu'il y a une volonté d'agir qui existe dans beaucoup d'États membres, mais c'est vrai que la meilleure échelle, c'est l'échelle européenne, et c'est pourquoi d'ailleurs
je salue vraiment la proposition de directive qui vise à renforcer le rôle des consommateurs dans la transition écologique que la Commission présentera à la fin du mois de mars prochain, avec ses nouvelles obligations d'information du consommateur sur la durabilité, la réparabilité des biens, et puis lutter, comme tu le signalais, plus efficacement contre les allégations environnementales trompeuses et l'obsolescence programmée. Je crois que tout ça rejoint totalement nos objectifs et les priorités de cette présidence. Donc je sens voilà, beaucoup de convergence, une grande envie de construire ensemble pour nos concitoyens. C'est des sujets concrets. Je reprends le terme positif, effectivement, je suis d'accord avec toi. On voit les risques, mais il y a également beaucoup de positifs à en tirer dès lors qu'on sait prendre les bonnes régulations. Et puis voilà, grâce à votre travail, aux 800 parties prenantes réunies, grâce à vos votes aussi, je crois qu'on aura l'occasion d'avoir une bonne feuille de route qui sera également du coup au cœur des débats demain lors de la ministérielle à laquelle également la secrétaire d'État Olivia Grégoire prendra part. Merci encore de votre attention et plein succès aux travaux de la journée. Thank you very, very much. And honestly, I would very much like to grill these two gentlemen further. Merci beaucoup. En fait, j'aurais beaucoup de questions à poser à nos deux premiers intervenants, mais je vois qu'ils ont insisté sur la protection des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes les plus jeunes, et cela fera partie de plusieurs de nos ateliers. Aujourd'hui, on va beaucoup parler notamment des influenceurs. Donc, merci beaucoup à vous deux, messieurs. Je vais donner la parole maintenant à la présidente du marché intérieur et du comité consommateur au Parlement européen, Madame Cavazzini, qui est en ligne. Et vous allez parler du rôle très actif qui peut être joué par le consommateur dans la transition. Et si nous avons besoin de protection, nous devons aussi éviter d'être, comme on dit en français, outillés. Donc, je vais vous donner la parole pour que vous présentiez le point de vue du Parlement européen à le terme de protection du consommateur. Monsieur le ministre, monsieur le commissaire, chers participants, merci de me donner la possibilité de prendre la parole ici aujourd'hui à ce sommet du consommateur. C'est vraiment très important d'avoir cette participation élevée, de voir le nombre de personnes qui participent, qui sont intéressées par le sujet. Et depuis le Parlement européen de Bruxelles, je suis donc en ligne. J'aurais aimé être présente à Strasbourg, mais bon, je suis en ligne. Comme on l'a déjà dit, c'est un moment crucial en matière de politique de la consommation. Avec la crise Covid, il y a eu beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de problèmes par rapport à la protection des consommateurs. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été annoncés il y a à peu près 2 ans. Et pour maintenant, nous sommes en phase de négociation, de mise en application. Ce sont tous des textes législatifs très importants qui ont été acceptés, qui ont été intégrés. Le commissaire et le ministre ont déjà mentionné l'importance de la transition verte. Nous devons évidemment utiliser tous les leviers que nous avons à disposition. Mais nous avons aussi besoin des consommateurs. Nous devons permettre aux consommateurs de jouer leur rôle dans cette transition. Et j'ai le sentiment, quand vous regardez les sondages, les enquêtes, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des consommateurs. Bien évidemment, on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les consommateurs.
je pense qu'il faut vraiment un cadre réglementaire adéquat et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler. Et donc, voyons un peu le rôle du Parlement européen. Je vais vous parler des discussions que nous avons dans ma commission lorsqu'il s'agit d'encourager, donner davantage d'importance aux consommateurs. Ainsi, en 2020, nous avons adopté une résolution sur un marché unique durable et dans la commission, nous avons présenté beaucoup d'idées pour renforcer le rôle du consommateur. Et au Parlement européen, nous voulons davantage d'informations, des étiquetages obligatoires. Nous pensons qu'il est tout à fait crucial d'avertir le consommateur, qu'il soit conscient, qu'il soit informé du produit qu'il va acheter, notamment en termes de réparabilité et de durabilité. Nous voulons de la transparence et c'est un élément très important. Par exemple, le passeport pour les produits numériques ou un étiquetage intelligent. Il faut des consommateurs bien informés pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et durables. Et ma commission, mon groupe, veut que cette lutte environnementale soit toujours claire, notamment au niveau des consommateurs, pour qu'ils ne soient pas mal aiguillés. Nous avons également œuvré pour la réparabilité, donc la possibilité de réparer de façon plus systématique les produits pour éviter l'obsolescence prématurée, donc qui arriverait trop tôt. Ce serait important aussi d'impliquer les opérateurs économiques pour qu'eux-mêmes produisent ou proposent des produits réparables, durables. Il faut vraiment faire valoir ce droit à la réparation des produits. Et pour cela, il faut informer et apporter des garanties. Le droit à la réparation des produits, on le voit de plus en plus aussi apparaître dans des repair cafés, dans des associations. Et je pense que cette proposition de la Commission devra être ambitieuse pour que les consommateurs aient un véritable droit à réparer leurs objets. Il y a le paquet économique qui a déjà été mentionné, qui est prévu pour le mois de mars et qui parlera de l'initiative des produits durables. Et toutes ces législations sont vraiment utiles pour compléter ce que nous avons déjà. Pour l'instant, dans notre commission, nous travaillons sur une proposition législative pour une charte commune. Les organisations de consommateurs auprès du Parlement européen se plaignent depuis au moins 10 ans et veulent une proposition assez simple, des normes communes. Et donc, il faudrait que ce soit beaucoup plus simple d'avoir des ressources pour faire face au changement climatique et faire en sorte que la vie des citoyens soit plus facile. Donc, l'idée, c'est d'avoir des synergies entre la protection du consommateur et l'environnement. Le commissaire et le ministre ont parlé de la transition verte qui vont main dans la main avec le numérique. Et je crois qu'il faut reconnaître les changements technologiques qui veulent toujours faire face à de nouveaux processus, de nouveaux défis. Et pour cela, il faut des normes adéquates pour tous les consommateurs. Donc, il faut vraiment avoir des nouvelles législations qui correspondent à ce marché unique numérique. Et c'est le cas notamment avec les services numériques. Monsieur Renders l'a mentionné, nous travaillons sans relâche sur des discussions avec la présidence française actuelle pour trouver des solutions, pour avoir un contexte juridique, pour avoir de bons services en ligne, pour que les consommateurs soient protégés, pour établir
des responsabilités claires, également surveiller les annonces, les publicités, surveiller les plateformes. Et en parallèle, il y a la législation sur la sécurité des produits. Ce cadre de sécurité des produits doit être adapté au shopping, aux achats en ligne. Il faut faire face à de nouveaux défis, notamment par rapport aux nouvelles technologies. Et donc, j'aimerais insister, l'information des consommateurs et les droits des consommateurs, ça doit être au même niveau que le produit soit dans un magasin ou qu'il soit en ligne. Il faut donc de nouvelles normes de protection, des nouvelles garanties sur les produits en ligne. Et là aussi, il faut que les États membres collaborent. C'est tout à fait crucial et pertinent pour faire face à tous les problèmes que l'on peut avoir avec les achats ou les ventes en ligne. Donc nous, au Parlement européen, nous voulons échanger avec les citoyens, avec les parties prenantes sur tous ces sujets. Il y a beaucoup de processus en cours pour être aussi inclusif que possible. On a déjà beaucoup travaillé pour protéger le consommateur. Et je fais appel ici à tout le monde. Si vous avez des idées sur les meilleurs processus possibles, n'hésitez pas à contacter ce comité. Dans ma commission, nous voulons vraiment collaborer avec toutes les parties prenantes et avec la présidence française, avec la commission, avec tous les représentants ici présents au sommet 2022. Nous voulons travailler tous ensemble pour obtenir le meilleur possible pour tous les consommateurs. Et je vous souhaite à tous une excellente réunion et de très bonnes discussions. Merci. Thank you so very much. And I think Merci. Merci, madame. Vous avez parlé des organisations de consommateurs qui veulent des normes communes. Vous avez parlé de la législation sécurité des produits. Vous avez parlé du droit à réparer les objets. Je crois que c'est une vraie demande de la part du public dans le cadre de la transition écologique. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chemin est encore long. Merci. Merci aux trois orateurs. Merci à vous trois d'avoir posé le décor. Et nous allons continuer donc avec le reste du programme. Donc nous passons directement à la suite. Alors pour tous ceux qui sont avec nous, vous l'avez entendu, le commissaire l'a dit, la Commission a beaucoup avancé sur l'agenda des consommateurs. J'espère que vous connaissez l'état actuel des choses et du nombre d'actions qui ont été votées au sommet de l'année passée pour parler cette année-ci de leur mise en application. Donc on a déjà dit que comme nous avions des ateliers ici aujourd'hui, vous pourrez y participer. Alors, je vais vous dire, ne partez pas tout de suite parce qu'on a une autre session plénière, mais si vous devez jeter un coup d'œil à ces documents, vous pouvez toujours les trouver sur le site internet du sommet actuel. Alors, nous allons poursuivre avec l'évolution du marché actuel et à venir. Et je vais d'abord vous demander de pouvoir, de bien vouloir voter. Alors, pour ceux qui sont ici avec nous, c'est assez facile, directement via la plateforme. C'est vraiment très, très facile. Vous pouvez voter, vous pouvez aussi utiliser Slido pour faire des commentaires. Mais ce sera un accès un petit peu différent pour ceux qui sont dans les ateliers, j'y parlerai plus tard. Maintenant, je vais vous demander d'aller sur le site de
vote. Donc sur slido.com, hashtag Consumer Summit. Normalement, c'est assez facile à trouver. Donc slido.com. Donc il y a toute une liste de tendances choisies par une unité de la commission. Vous devriez choisir ceux qui auraient le plus d'impact sur l'évolution des marchés de consommation dans les 10 années à venir. Nouvelles technologies, hypertechnologies, rareté des ressources, dégradation de l'environnement, changement climatique, urbanisation en croissance, inégalité en croissance, vieillissement. Donc vous pouvez voter nouveau système de gouvernance au niveau national, international ou public-privé. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour que vous choisissiez dans toute la liste les 3 points qui, d'après vous, auront le plus d'influence dans les 10 années à venir. Alors, je vois directement le résultat à l'écran, une majorité écrasante pour nouvelles technologies et hyperconnectivité. Je vois sur pied d'égalité à peu près la rareté des ressources, le changement climatique. Nous voyons également l'impact du vieillissement. Mais voilà, je vais attendre encore un petit peu pour voir si les barres bougent encore un petit peu, même si apparemment la ligne numéro 1 tout en haut remporte une majorité écrasante avec les nouvelles technologies et l'hyperconnectivité, mais je vous laisse encore un petit peu de temps pour que vous puissiez tranquillement participer à ce sondage. Donc, encore une fois, nous voyons les 3 premiers gagnants. Nouvelles technologies, changement climatique, rareté des ressources, dégradation de l'environnement. Nous avons également un autre sujet qui a surgi, les inégalités croissantes. Merci beaucoup pour votre opinion, merci pour votre participation. Nous allons continuer avec 2 invités, le journaliste et essayiste Jean-Laurent Cassely. Nous avons également le professeur Jakob Edler, directeur de Fraunhofer. Alors, je vais donner la parole à ces 2 personnes. Et je vais d'abord inviter Jean-Laurent Cassely, journaliste, essayiste, tout à fait fasciné par les modes de vie, la société de consommation, le consommateur. Il est co-auteur de plusieurs livres, notamment La France sous nos yeux, Nouveaux modes de vie, économie, paysage, Génération surdiplômée, 20% qui transforme la France. Donc, merci. Alors, évidemment, vous ne pouviez pas faire autrement que d'avoir derrière vous toute cette énorme bibliothèque avec beaucoup de livres. Et en fait, c'est vraiment ce que vous allez partager avec nous. Nous avons suivi avec vous l'évolution du contexte, c'est absolument fascinant au niveau des consommateurs. Alors évidemment, je pense que vous allez parler du changement apporté par la pandémie, notamment, et je vous donne directement la parole. Effectivement, le sens de ma présence ici, c'est d'essayer de vous raconter un petit peu dans les grandes lignes comment les univers de la consommation, notamment sur la société française que j'étudie plus spécifiquement,
ont évolué depuis ce choc en fait sanitaire, mais aussi civilisationnel qui a été le Covid et la période très particulière des confinements que beaucoup d'États européens ont connus. En fait, moi, ce que je trouve assez frappant de noter, c'est que comme la plupart des gens qui observent nos sociétés le constatent, le Covid a été un révélateur et un accélérateur très fort de certaines tendances qui étaient déjà à l'œuvre, et c'est vrai en particulier dans le domaine de la consommation. En particulier, on a assisté à je dirais deux ensembles de tendances qui ont avancé en parallèle et qui en fait sont assez contradictoires. Vous avez eu d'un côté ce qu'on a appelé parfois le monde d'après, qui était cette utopie née dans ce moment très particulier, très anxiogène également du Covid. Ce monde d'après était un monde dans lequel on allait vivre et consommer différemment. Vous vous rappelez sans doute que à l'époque, ce sont d'abord les rythmes de vie qui ont été perturbés par le fait de rester chez soi, s'occuper des enfants, de travailler pour beaucoup en télétravail à distance. On a pu, par exemple, se remettre à faire la cuisine. Ça a eu un aspect très concret sur nos modes de consommation, en partie parce que certains commerces étaient fermés, n'étaient pas accessibles. D'autres types de commerces, d'autres types de circuits, par exemple, les producteurs, en fait, les agriculteurs se sont mis à vendre directement leur production, ce qui a satisfait beaucoup de citadins qui étaient partis à la campagne dans les zones rurales pendant les confinements. Donc vous avez eu quelque part ce raccourcissement des chaînes entre le producteur et le consommateur, et on a plutôt loué cette consommation un peu locale, ce qu'on appelle parfois les circuits courts. Et puis vous avez eu aussi dans le même sens une forme, je dirais même, de déconsommation. Je vais prendre un exemple très concret. Les gens s'étaient mis à faire eux-mêmes leur pain pendant le confinement. Au point que sur les réseaux sociaux, vous pouviez voir énormément de gens en fait partager des images, des photos de leur production personnelle. Ils devenaient tous un petit peu boulangers amateurs. C'est assez sympathique et c'était assez surprenant. Et si vous voulez, voilà, je vous donne des exemples très concrets pour montrer comment une certaine tendance à l'alter-consommation ou à la déconsommation s'est mise en place dans ces mois charnières. Et puis, il y a eu une autre tendance très différente, peut-être même contradictoire, qui a été le recours de plus en plus important au e-commerce, à la livraison, à la fois pour du matériel IFI, pour des livres, pour des biens culturels, pour des vêtements. Les gens étant enfermés chez eux et ne pouvant pas vraiment aller faire leurs courses, on a eu un basculement d'une partie des achats et de la consommation vers Internet. Voilà pour les grandes lignes. Et je dirais que moi, une image qui m'avait beaucoup marqué pendant ces moments de transition, qui était vrai pour la société française, mais je pense qu'on peut tout à fait généraliser, c'était lors des premiers déconfinements, quand les gens ont retrouvé une vie normale, je dirais, on les a vus partir, créer des files d'attente devant des fast-foods, devant des enseignes de ce qu'on appelle parfois la fast fashion, la mode à bas prix. Et on a vu finalement cette consommation d'avant assez massifiée, issue aussi de la mondialisation des échanges, des biens et des services. On l'a vu un petit peu réapparaître, et certains ont été un petit peu surpris, même parfois déçus, en disant mon Dieu, ce monde d'après d'une consommation plus raisonnée, plus écologique, plus vertueuse, plus localisée, est-ce que c'était seulement un mirage, ou est-ce qu'elle sera durable? Et je pense qu'on est aujourd'hui un peu en train de tous et toutes se poser cette question: vers où vont les consommateurs européens, vers où va le marché? Et je pense que la réponse, c'est qu'il va justement dans ces deux directions contradictoires, et peut-être que j'aurai l'occasion de développer cet aspect. Thank you. Okay, sorry, I was scribbling away. Merci beaucoup. J'ai quelques questions pour vous déjà. Et bien sûr, il y a une question que vous avez posée vous-même. Est-ce qu'il s'agit de mirage? Tous ces changements qui ont eu lieu, vous avez donné de bons exemples. Je dois être honnête, j'ai pas fait mon propre pain, mais je reconnais bien d'autres. J'ai pas fait mon propre pain, mais c'est peut-être parce que je suis un peu nul. Mais je voulais poser quelques questions. Vous pensez il est peut-être un peu confus les messages reçus par les consommateurs d'un côté avec cette prise de conscience de cette crise
environnemental. N'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. Mais en revanche, achetez, achetez, achetez parce qu'il faut redémarrer l'économie, surtout avec la pandémie. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup qui se passe au niveau européen et national en termes de durabilité, en termes de passeport numérique et ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un peu un écart cognitif au niveau des consommateurs? Exactement, tout à fait. Dissonance cognitive, c'est le terme que j'emploierais également. Là, dans le tableau que j'ai introduit, j'ai fait comme si vous aviez deux types de consommateurs, hein, des consommateurs très responsables, très vertueux, qui ont plutôt un bon pouvoir d'achat, qui vont mettre un petit peu de conscience dans leur consommation, et puis des consommateurs qui sont plutôt contraints par le pouvoir d'achat et qui vont plutôt s'orienter, dont le choix, le critère de choix va être le prix, et qui vont être ces consommateurs à la fois de ce qu'on appelle aussi le hard discount, désolé parce que du coup pour les traducteurs, parce que c'est vrai que le monde du marketing de la consommation est aussi un peu jargonnant, mais c'est vrai que c'est un univers dans lequel on a l'impression que vous avez des consommateurs, en gros, hein, je caricature plutôt aisés, qui ont plutôt le choix de leur consommation, et puis des consommateurs contraints par le prix, qui vont être ceux à qui on va proposer plutôt des produits d'entrée de gamme. Et je dirais qu'il y a aussi dans cette dualité des rapports au matérialisme très différents. Aujourd'hui, accumuler des choses, accumuler des objets, c'est quelque chose qui est encore un idéal en fait, parce que c'est aussi un signe de statut pour de nombreux consommateurs, notamment des catégories populaires. Dans des catégories plus aisées ou plus éduquées, de manière très paradoxale, vous allez avoir parfois un discours de remise en cause de ce matérialisme par la possession d'objets. Et là, on voit bien qu'il y a un schisme qui est peut-être en train de se faire. Ça, c'est pour un petit peu, je dirais, l'arrière-plan idéologique. Mais en fait, dans les faits, dans les études, ce qu'on observe souvent, c'est que la plupart des consommateurs, vous et moi, en fait, cette dualité, cette ambivalence sont là à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on est à la fois le consommateur vertueux qui fait lui-même son pain ou qui va chez son petit producteur, et on peut être aussi celui qui va cliquer sur Internet pour acheter un produit qu'on va lui livrer dans la journée ou le lendemain matin, qui voudra avoir recours aux livraisons, qui voudra avoir les meilleurs prix possibles pour renouveler sa garde-robe, et qui finalement va jouer un petit peu le jeu d'une forme de mondialisation par le bas en fait, qui est aujourd'hui un petit peu sur la sellette et remise en cause, notamment en raison des impératifs écologiques. Et juste ce que je voulais dire, c'est que le message que je voulais aussi faire passer, qui pour moi est très important, c'est que dans cette transition écologique de l'économie et de la consommation, qui est, je pense, un objectif relativement partagé et consensuel, vous avez une question qui pour moi est très importante, c'est le risque en fait d'une montée en gamme de la consommation dans le domaine alimentaire, dans le domaine du textile, dans le domaine du logement même, et qui ne doit pas se faire au détriment d'une partie des consommateurs qui seraient laissés en arrière, qui ne pourraient plus suivre quelque part, et à qui on laisserait un rapport à la consommation, voilà, plus ancien, plus aussi ravageur en ressources. Thank you. Let me ask you one more question, and I really do want to come to our... Merci. Une dernière question avant de passer au professeur, parce qu'il est important qu'il nous parle aussi. Mais pour revenir sur une chose que nous avons entendue de la part du ministère et du commissaire, brièvement, à propos de ces changements en termes d'habitude en matière de consommation, notre changement de comportement, comment veiller à ce que ceux et celles qui sont plus vulnérables, et il y a différents types de vulnérables, comment faire en sorte qu'on ne les exclue pas? Ces consommateurs on veille à avoir une inclusivité, protection à l'accès, et ils peuvent faire partie de cette transition verte aussi. Donc, quelques mots là-dessus aussi. C'est une question centrale, comment faire de cette transition écologique et économique une transition qui sera inclusive. Je pense que ça va au-delà des mécanismes économiques sur lesquels je ne suis pas un spécialiste. Je pense que ça va se jouer aussi sur une question d'imaginaire. C'est-à-dire que pour moi, la question aujourd'hui centrale dans la consommation, c'est quelle est la consommation désirable, quelle est la consommation souhaitable du point de vue de la planète, mais aussi du point de vue de nos aspirations. C'est quoi un logement désirable? Est-ce que c'est un logement de centre-ville, un appartement? Est-ce que c'est une maison avec jardin, dont on sait qu'elle est plus consommatrice d'espace, mais qu'elle correspond plus aux souhaits des certains individus? Est-ce que c'est une consommation de viande, ou est-ce que c'est une consommation
plus équilibrée, moins carnée. Est-ce que, pour parler du domaine alimentaire qui est assez central, est-ce que c'est une consommation d'objets, de vêtements qu'on renouvelle toutes les saisons, voire plusieurs fois par saison, parce que on sait que les cycles de la mode sont de plus en plus rapides, ou est-ce que c'est une consommation plus durable, dans laquelle on achète moins, mais mieux, hein, pour reprendre un slogan qu'on entend souvent? Ça, pour moi, je dirais, pour le volet sur lequel je travaille, sur lequel je suis compétent, c'est là que je pense qu'il y aura un vrai sujet, si vous voulez, un vrai sujet politique, et pas uniquement économique. Ce sera le sujet de comment on embarque quelque part la population vers cette transition d'une manière qui soit souhaitée et qui ne soit pas subie. Parce que si cette inclusivité, elle est vue comme une punition ou comme une contrainte, je pense que ce sera difficile d'embarquer les consommateurs dans cette transition. Thank you for that very, very valuable point there. Now, don't go away. Merci beaucoup. Ne partez pas. Non, vous n'avez pas encore terminé. J'ai une question très importante, mais ne partez pas parce que je veux qu'on entende parler le professeur tout d'abord qui attend dans les coulisses. Le professeur Edler est directeur du Fraunhofer Institut pour les systèmes et l'innovation et de politique et de stratégie à l'Institut de Manchester sur l'innovation et de recherche à l'Alliance Manchester Business School de 2011 à 2018. Ces recherches sont sur l'analyse et une conceptualisation de gouvernance et de politique au niveau de sciences et de l'innovation. Mon Dieu, si j'avais à parler avec lui, j'aurais peur. Mais voilà, vous êtes là, mais vous n'êtes pas à côté de moi, vous êtes sur un écran, donc je suis un peu moins intimidé. Vous allez partager avec nous vos diapos, des éléments clés pour prévoir et préparer un avenir. Mais vous allez nous parler un peu sur cette étude. Je pense, voilà, c'est parfait. Vous pouvez prendre la parole. Ok, merci beaucoup. Je veux pas vous faire peur. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter les résultats de l'étude que nous avons menée. Après les réflexions qu'on vient d'entendre, je vais vous parler aussi de l'avenir, mais multiples avenirs. Vous savez que l'agenda consommateur traite de transition verte et de numérisation. Et bien sûr, il y a beaucoup d'incertitudes. On a entendu cela à partir des différents orateurs. Lorsqu'on a lancé l'agenda avant la pandémie, cela a augmenté l'incertitude encore plus. Donc, par rapport à ce contexte, la Commission a agendé une étude pour une protection de l'avenir de l'agenda des consommateurs dans l'avenir, parce qu'ils ont réalisé qu'il y a cette incertitude est en train de croître. Donc, il s'agissait de considérer les défis, les opportunités d'avenir en matière de politique consommateur au niveau de l'Europe, mais aussi en termes de durabilité, tout en tenant en compte les développements de la pandémie. Et on a fait cela avec l'horizon 2030. Il s'agit de réflexion, pas de prédiction, mais de prévision pour dire où il faut aller. Maintenant, il s'agit d'un exercice d'apprentissage partagé. Et je vais vous parler de 4 scénarios d'avenir représentés par ces différents avenirs. Le résultat d'une étude qui avait été entreprise dans un consortium, Foresight on Demand, cela s'appelle, et cette étude a été dirigée par mon institut et le leader de l'équipe, c'était le docteur Sanif Kimbler, avec différents éléments. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait, on a analysé les horizons, on a scalé les horizons et on a fait ces études de manière interactive avec différentes parties prenantes représentées ici parmi les participants. Cela est une bonne chose. Basé sur ces études, il y avait un débat entre les parties prenantes pour mieux comprendre les leçons que nous pouvons tirer en point de vue psychologique et économique et sur les conséquences de la consommation en termes de la pandémie et comment l'utiliser pour une politique d'avenir interactive. Ceux et celles qui connaissent Foresight, je vais vous parler des méthodes. Nous avons considéré les tendances, les signaux faibles
le signal faible, les analyses des tendances, cela a été dissimulé en 11 éléments et quand on considère ces facteurs, on parle de l'interaction de ces facteurs. Beaucoup de participants ont réalisé qu'il s'agissait de faire beaucoup plus que ce que l'on connaît dans son travail de tous les jours. On a considéré ensuite les différents éléments en réunissant ces secteurs de manière consistante parce que chaque facteur peut se développer de manière différente. Donc, nous avons 5 différents chemins et nous avons conçu 4 scénarios différents. Voilà les 4 scénarios et je vais commenter les 4 différentes éléments. Plutôt de choisir un élément sur les autres, ces différents éléments peuvent nous aider à considérer ce qui pourrait se passer dans l'avenir si certains leviers s'alignent d'une manière ou d'une autre. Il est important de noter qu'il y a différentes manières de considérer ces scénarios. On a considéré ce processus de manière interactive sur 2 dimensions, durabilité faible ou élevée, parce que cela est un objectif très important, mais aussi l'inégalité faible ou importante. Cela est important parce qu'il s'agit de l'inclusivité. Cette croissance augmentante a des impacts importants sur l'inclusivité et comme nous avons entendu déjà, cette augmentation en termes d'inégalité est un défi pour une durabilité large en termes de consommation. C'est pour ça que nous avons choisi ces différentes dimensions et organisé les différents scénarios. Donc, nous avons 7 scénarios où nous avons un chemin positif vers une durabilité élevée et on a fait face à l'inégalité qui était faible. Et autrement, dans l'autre extrême, on avait ce scénario où il y avait peu de durabilité. Mais on peut confirmer que les différents leviers sont ceux que l'on peut faire pour les politiques d'avenir. Mais brièvement, ce premier scénario avec une durabilité élevée et peu d'inégalités s'appelle Uni pour une société plus durable, inclusive et résiliente. Rapidement, des caractéristiques. C'est notre année de référence pour lutter contre la pauvreté. C'est notre priorité claire à travers les pays des politiques diversifiées. Les loyers rentables sont standards, le logement standard est durable et on a acheté des produits durables, c'est un symbole de statut. Il y a beaucoup de consommateurs veulent acheter de manière environnementale. Qu'est-ce que Covid a fait à ce scénario? Covid a, d'une manière ou d'une autre, montré à la société européenne comment nous sommes vulnérables et interconnectés. On ne peut laisser des personnes pour compte parce que nous avons réalisé qu'il y a des interdépendances. Donc cela a renforcé la solidarité. Nous avons appris, on a réglé les problèmes. Donc il y a un impact positif en termes psychologiques, ce qui nous a amené à différentes politiques qui limitent les disparités d'une manière ou d'une autre. Nous avons réalisé que l'inégalité est un écart dans les différentes transactions que nous avons voulu. Donc, il s'agit peut-être de réduire les inégalités et la société a accepté ces différentes qualités et l'industrie a réalisé que les investissements sont avantageux s'il s'agit d'investissements durables. Donc voilà, peu d'inégalités et beaucoup de durabilité dans ce modèle. Autre scénario, différentes propriétés, un mouvement positif en termes de durabilité, ce qui est limité par les inégalités et les perturbations en termes économiques et sociaux. Donc, si on considère les différents leviers ici, il y aura peut-être une attitude positive en termes de durabilité, mais si le développement économique et sociétal n'est pas en ligne, ne peut pas suivre ces différents leviers de durabilité par des sociétés et par des consommateurs ne vont pas
aboutir en fin de compte pour les raisons que j'ai déjà citées. Donc, qu'est-ce qui se passait avec le Covid? Le Covid a accéléré la consommation numérique, le partage de données est maintenant accepté. Il s'agit non seulement de santé, mais cela a été accepté à travers l'économie. Il y a peu de reprises économiques. Ce n'est inégal à travers l'Europe. Et les effets positifs de durabilité que nous avons vus, c'est en termes d'émissions de CO2 avec l'augmentation des coûts de durabilité et de produits. Ce qui est important, qui n'a pas encore été cité, c'est les liens entre le développement durable et le développement politique. C'est un cercle vicieux parce que les inégalités à travers les États membres et les différentes stratégies fiscales de rattrapage ont contribué à des tensions entre les pays. Et là encore, en termes de durabilité à travers l'Europe, il y avait une perte de gouvernement à cause de la pandémie. Donc, il s'agit d'un scénario du pire des cas. Donc, il faut faire très attention de la manière dont on fait face à la sortie de pandémie. Professeur, pour dire qu'il vous reste quelques minutes pour terminer la présentation. Je m'excuse, j'ai une question pour vous aussi. Désolé. Non, vous avez tout à fait raison. L'interprète s'excuse parce que l'orateur parle très vite. Je vais parler des deux autres scénarios, les scénarios qui partent de différents comportements. La chose qui était importante aussi, c'était d'avoir l'idée de ce qu'on fait avec ces scénarios et la manière dont cela va informer le débat et le débat des parties prenantes avec la Commission. Et bien sûr, le rapport va sortir bientôt. Cela sera en ligne et on pourra ensuite considérer comment nous avons fait cela et considérer ce que cela veut dire. Mais je vais m'arrêter sur ce diapo. La leçon clé, c'est que lorsque l'avenir est ouvert, ce que nous voulons voir, ce qu'on veut faire, c'est à nous de décider. Cet exercice m'a montré que la pandémie a accéléré et souligné beaucoup de développements. Et nous savons maintenant que nous avons à utiliser le momentum de la pandémie et les résultats de la pandémie de manière très consciente pour accélérer une tendance et veiller à ce que cela accélère dans le bon sens. Et dernière remarque, c'est de comprendre comment ces scénarios ont été utilisés. Ces scénarios sont utilisés par les décideurs politiques et comme pas intérimaires, nous avons créé où il y avait la création de 4 visions de l'avenir que je vous montre ici à l'écran. Il s'agit de nos visions positives, mais des visions un peu différentes à chaque fois. Et il s'agit de comprendre comment diviser les politiques pour faire en sorte que la transition verte ait lieu en utilisant le momentum, en tirant les leçons de la pandémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. L'avenir est ouvert. L'avenir a toujours été ouvert. Mais comment mettre en œuvre nos connaissances, notre volonté politique, les outils que nous avons, les technologies à disposition? Une question pour vous, pour avoir une réponse précise avant de revenir à notre journaliste. Pour parler de cet style de vie, cette poussée vers une manière de vivre plus verte. Est-ce que vous pensez que cela va toucher toutes sortes de dépenses, aussi les déplacements, les voyages? Le commissaire en a parlé, notre journaliste en a parlé. Est-ce qu'il s'agit de mirage? Il y avait beaucoup de gains au niveau de l'environnement, des changements en termes de confinement, mais brièvement, est-ce que cela va toucher toutes sortes de dépenses, y compris les déplacements? Je peux pas faire des prix. Nous avons considéré les différents scénarios, donc je suis bien placé pour parler de cette question, mais vous avez parlé de dissonance cognitive et nous voyons différentes tendances. Nous voyons que les personnes réalisent qu'il est aussi bien de rester dans son propre pays. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin, vous restez à proximité. Et certaines personnes ont changé leur priorité en termes de vacances dans l'avenir.
mais il y a besoin de changement. Mais en revanche, comme nous avons aussi entendu, nous avons ceux et celles qui attendent maintenant de faire de partir en voyage. Mais même les vacances, nous avons vu un développement encourageant, il y a plus de personnalisation. Vous pouvez inclure des préoccupations environnementales aussi. Donc, de manière positive, je pense que nous partons dans le bon sens, mais il y a un peu de schizophrénie, mais un peu de dissonance cognitive que nous avons aussi. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire en sorte que les consommateurs soient très actifs en termes de cette transition et ont à faire différents choix? Je vais manger moins ou pas de viande, je vais prendre un vélo. Parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous avons cette règle de 80-20 ou 70-30 ou autre chose. Mais il s'agit d'être schizophrène, comme j'ai déjà dit. Mais moi, je suis optimiste. Mais nous avons déjà en tête qu'il y a des changements. Mais je pense qu'il faudrait vivre avec ces différentes idées, ces différents comportements, mais si on améliore la co-création entre les voyageurs et les sociétés, je pense que nous allons partir dans le bon sens lentement. Je suis optimiste là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander, voilà, vous pouvez faire une pause maintenant, mais je vais revenir vers Jean-Laurent pour parler de cette question des voyages, parce que le commissaire a parlé beaucoup sur cette question au début, et il est clair ce que l'on peut faire lorsque l'UE se réunit avec ses parties prenantes afin de régler les problèmes des consommateurs. Là, est-ce que vous pensez que les changements de comportement pendant la pandémie, c'est peut-être pour une question pour le marché et la conception du marché, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose que la loi doit prendre en compte lorsqu'on revoit les politiques, et surtout, encore une fois, pour revenir à cette directive sur les déplacements? Qu'est-ce que vous en dites là-dessus? Oh, we don't hear you. We don't hear you. On ne vous entend pas pour l'instant. Je pense que vous dites quelque chose de formidable, mais on ne vous entend pas. Je suis de retour avec vous. Non, la question est peut-être un peu technique, mais je vais vous répondre pour ce que j'en sais sur effectivement sur ce que j'appellerais un peu l'imaginaire du voyage. C'est vrai que Jacob a commencé à le dire très bien. On a vu pendant la pandémie que l'imaginaire touristique s'est un petit peu modifié et a évolué vers une sorte de retour en grâce du local. Le local pouvant être votre commune, votre région, votre pays, votre continent, hein, mais en tout cas, on voit que cette idée d'aller très loin pour passer voilà une semaine de vacances, c'est quelque chose qui est encore très désiré par de nombreux touristes. Mais il y a aussi eu un discours, je dirais, un peu critique de la part parfois des influenceurs culturels ou des leaders d'opinion sur le fait que, en particulier, l'aérien et l'avion, hein, qui est un objet fondamental de la modernité d'après-guerre, a une image, je dirais, un peu plus mitigée de nos jours, en tout cas dans certaines parties des jeunes générations. Mais je pense qu'en même temps, je reviens à mon point initial, hein, cette espèce de dualisation du marché entre peut-être des touristes qui vont être des touristes qui vont voyager plus lentement, qui vont voyager moins loin, mais peut-être qu'ils vont dépenser autant ou plus parce qu'ils auront un tourisme un peu plus qualitatif, un peu plus haut de gamme. Et puis vous aurez une partie des troupes qui sera plus adepte d'un tourisme, j'allais dire d'avant, plus traditionnel, dans lequel vous prendrez l'avion, vous irez à l'hôtel, vous ferez des voyages organisés. Et j'ai l'impression que là encore, on est un peu à la croisée des chemins et que l'avenir n'est pas écrit. Thank you very much. And absolutely, again, Merci beaucoup. Comme je déjà dit lors de notre ouverture, je pourrais parler avec vous pendant très longtemps, mais je regarde bien l'heure. Il faut en être très consciente. Merci beaucoup et merci à notre audience aussi de m'avoir donné un peu plus de temps avec ces deux messieurs formidables. Merci beaucoup. Beaucoup d'éléments très intéressants là, et il est très intéressant de parler de l'inégalité croissante. Nous avons parlé du fait que cette transition
numérique verte va changer, va augmenter en termes d'inégalité. Et cette transition, si cela est forcé de manière punitive, cela ne peut pas être inclusif. Donc, merci beaucoup. Je vais vous permettre à vous toutes et tous de faire une pause de 10 minutes jusqu'à 11h35 avant de passer sur 4 ateliers de 90 minutes en parallèle. Et après ces ateliers, nous allons faire une pause déjeuner très longue parce que je sais que les modérateurs, les modératrices de ces ateliers souffrent parce qu'il y a beaucoup de discussions à avoir là. Et n'oubliez pas que le but de ces ateliers, c'est de discuter, de proposer et de décider deux par atelier parce que chaque atelier a deux sous-sujets. Donc, les priorités pour l'année à venir en termes de marché numérique et transition verte. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des documents sur le site web et vous allez voter sous Slido et vos modérateurs vont vous dire comment. Et après le déjeuner, nous allons revenir. N'ayez pas peur. Après, vous allez entendre les différents rapporteurs pour nous donner une idée plus large des discussions avant d'avoir des choses formidables avant de clôturer à 16h30. Mais maintenant, une pause de 10 minutes et ensuite allez dans les séances en parallèle de votre choix. À tout de suite.